Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Terminator, Predator, Ghostbusters, Fast and Furious, Avatar, et j'en passe, sans compter les live-action, les salles de cinéma et sites de streaming regorgent de suites et de revisites, si bien que pour certains spécialistes, il devient impossible de produire quelque chose qui soit original, qui ne soit pas une franchise. Ce mot franchise devient peu à peu un terme péjoratif. Les suites à des licences cultes et adorées ont du mal à s'immiscer dans le cœur des fans, qui les rejettent presque tous unanimement et touchent un public nouveau, qui n'a pas grandi avec les originaux et ne peut souffrir de la comparaison. Avec l'arrivée de la 6e et dernière saison de Cobra Kai, je me suis dit que c'était le moment adéquat pour revisiter la série et peut-être la faire découvrir à ceux à qui elle pourrait plaire. Moi, elle m'a beaucoup plu et elle se distingue de ces franchises qui ne sont là que pour faire de l'argent. Cobra Kai trouve son origine dans un film de 1984, j'ai nommé Karate Kid, réalisé par John J. Avildsen, notamment connu pour Rocky. Le film a eu 3 suites, avec pour le 4e et dernier film une protagoniste différente, jouée par Hilary Swank. Il y a aussi eu un remake en 2010 avec Jaden Smith et Jackie Chan dans les rôles principaux. Le premier film Karate Kid est un incontournable des années 80 et est indissociable de cette époque. On y suit un adolescent impulsif, Daniel LaRusso, nouveau venu dans une nouvelle ville. Harcelé, tourmenté par un Johnny Lawrence, il se tourne vers le karaté grâce à Monsieur Miyagi, vétéran médaillé et maître du karaté. Daniel, qui a vécu sans père, noue des liens avec Monsieur Miyagi et voit dans son mentor une figure paternelle. Dans ce film, Johnny Lawrence a la figure d'un harceleur et d'un rival. Il est la star du dojo Cobra Kai, dirigé par un certain John Kreese, lui-même vétéran des forces armées. Ce dojo renie les traditions japonaises qui voient dans le karaté un moyen de défense simplement et y oppose un karaté agressif et parfois cruel. Le credo de Cobra Kai c'est frappe fort, frappe le premier, sans pitié, tandis que Monsieur Miyagi imposera 2 règles à Daniel. La première, le karaté sert seulement à se défendre, et la deuxième, apprend d'abord la première règle. Un peu comme le yin et le yang, ces 2 visions aux antipodes l'une de l'autre permettent une histoire en noir et blanc avec très peu de nuances. Karate Kid est aussi un étendard pour les victimes de harcèlement scolaire et les encourage à se dresser face à leurs agresseurs, leur donne l'espoir d'y parvenir. Cobra Kai reprend ce concept et l'adapte à la sauce contemporaine, on le verra plus tard. Dans Karate Kid, Johnny Lawrence était dépeint sans qualité pour racheter ses défauts. C'était un personnage sans grande profondeur, un antagoniste traditionnel. Dans le second film, son personnage est étoffé, et on comprend un peu mieux qu'il a été corrompu par Cobra Kai et son sensei John Kreese. Ce qu'aujourd'hui on peut mettre en parallèle avec les phénomènes de radicalisation. Comme le dit Monsieur Miyagi, il n'y a pas de mauvais élèves, seulement des mauvais professeurs. Les 2 premiers films de la trilogie avec Daniel LaRusso ont connu un grand succès au box-office. Ils ont marqué leur époque et côtoient des films cultes comme Ghostbusters, Terminator ou encore Indiana Jones. Ces 3 dernières licences ont été recyclées récemment et ont toutes 3 été massacrées par les critiques des spectateurs. Karate Kid heureusement a échappé à ce sort. Certes, le 3e film a connu un succès mitigé au box-office et le 4e, n'en parlons même pas, mais le remake de 2010 a été dans les grandes lignes apprécié du public. Mais là où la saga brille, c'est dans son sequel, Cobra Kai. Une licence maintenant détenue par Netflix, Cobra Kai réussit là où d'autres licences ont échoué. La série reprend une franchise culte et chérie et parvient à lui faire honneur, tout en créant une œuvre de qualité qui se suffit à elle seule. Alors, comment cette série y est-elle parvenue ? Pour moi, c'est d'abord une histoire de passion, un amour sincère pour la franchise originale. Le premier indice tient dans le nom, Cobra Kai, plutôt que Karate Kid, Cobra Kai. Les suites aux franchises ont habituellement le nom de la franchise dans le titre du film. Même les Anneaux de pouvoir s'appellent Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Le nom de la franchise est utilisé comme un argument de vente, un appât pour les spectateurs, et trahit trop souvent un manque de qualité du contenu. Dans le cas de Cobra Kai, il faut déjà être familier avec la trilogie. Le nom de la série sert d'hommage, et puis soyons honnêtes, c'est assez badass comme nom. Le projet n'avait pas pour ambition de conquérir les foules, pas au début du moins. J'ai dit plutôt que la licence appartient à Netflix, ça n'a pas toujours été le cas. La première saison a été diffusée sur YouTube Red, la deuxième sur YouTube Premium. Et ce n'est qu'à partir de la saison 3 que Cobra Kai apparaît sur Netflix, qui, disons-le en passant, voulait les droits dès la première saison. La série n'a pas été commanditée, elle a été créée pour les fans et par des fans. Tout part à l'origine d'une private joke, une théorie popularisée par William Zabka, l'acteur qui joue Johnny Lawrence et qui avançait que le vrai héros de l'histoire était son personnage. Il le disait comme une blague, mais cette blague a fini par donner naissance à la série Cobra Kai. Dans la série, le personnage de Johnny Lawrence gagne en profondeur.
D'antagoniste, il passe à protagoniste, et de vilain, devient un anti-héros. On a enfin sa version des faits, et dans son esprit il n'est pas en tort. Et qui joue Johnny Lawrence dans Cobra Kai ? Personne d'autre que William Zabka, le même qui a incarné Johnny Lawrence dans le film en 1984. Tout le cast est composé des acteurs originaux, avec quelques additions de nouveaux personnages. Tout ce beau monde a vieilli, et Pat Morita, l'acteur qui jouait Monsieur Miyagi, est décédé. Son personnage l'est aussi dans la série. D'ailleurs, la façon dont sa mort est traitée, dont son personnage est respecté, joue beaucoup dans la qualité de la série. On ne voit Miyagi que dans les séquences dans les films ou en photographie, et sa philosophie reste la même. Bien qu'il soit décédé, il est encore extrêmement présent dans la série. C'est un excellent hommage au personnage, mais aussi à la personne qui le jouait. La plupart des personnages des films font au moins une apparition dans la série, et les péripéties de la trilogie ont toute une implication dans la série, dans le développement des personnages. Je crois que c'est cela la différence fondamentale entre Cobra Kai et d'autres suites de franchises. Cobra Kai n'ajoute pas à un opus, la série continue un opus. Et ce n'est pas parce qu'un film se déroule après un autre dans l'univers qu'il le continue. Il faut une continuité thématique et scénaristique, une continuité dans le message aussi, cette continuité pouvant être une inversion totale de ses différentes composantes si elle est bien amenée. Dans ce sens, on peut continuer une série ou un film à l'aide d'un préquel, car la continuité dont je parle n'est pas chronologique. Pour réussir une suite, il est impératif de parvenir à capturer l'essence du ou des premiers opus, comme un éclair dans une bouteille, et l'insuffler à un monstre de Frankenstein dont chaque parcelle de la peau est la combinaison d'éléments connus et d'éléments nouveaux. Il y a des exceptions bien sûr. La saga Alien est composée de films ayant chacun une patte différente, ce qui fait leur charme, mais ils utilisent des éléments connus et les adaptent ou les modifient selon l'histoire. La suite la plus fidèle au premier Alien est peut-être le jeu vidéo Alien Isolation qui réussit à retranscrire l'atmosphère dans un autre médium. Les œuvres précédentes deviennent des fondations, comme des séries d'expositions avec tout de même leurs propres conclusions. Terminator 2, le jugement dernier, est un autre bon exemple. Le premier Terminator a permis d'établir le T-800 comme une machine quasi invincible, ce qui donne plus de poids au fait de le tourner en protecteur et de lui trouver un ennemi encore plus puissant que lui. De même, on connaît déjà Sarah Connor et son évolution trouve plus de sens. Dans le cas de Cobra Kai, la continuité est garantie en partie par des parallèles, des renvois constants à l'univers de Karate Kid. Dans le film, Johnny Lawrence était riche et Daniel LaRusso pauvre. C'est maintenant l'inverse. Johnny s'attache à un élève harcelé par ses camarades de classe, nouveau dans la région, un élève qui en plus a un nom à consonance latine. Great, more immigrants. Le film de 1984 est à la base de toute la série. On y revient sans cesse et c'est un peu le canon event de Johnny et Daniel. Les auteurs puisent dans son histoire pour faire avancer celle de la série. Ils utilisent ce procédé narratif comme base pour creuser leur thématique. Le personnage de Johnny Lawrence est bloqué dans le passé. Il n'a pas survécu au coup de pied de LaRusso et n'est jamais parvenu à sortir des années 80. Il n'a jamais évolué, c'est un grand adolescent, avec les mêmes goûts, les mêmes idées qu'à l'époque, souvent passé de mode. Il ne connaît pas Facebook, ne sait pas se servir d'un ordinateur, et il a fui à la naissance de son fils. Son développement dans le récit doit l'amener à tourner le regard vers l'avenir, en rencontrant de nouvelles personnes, en acceptant de changer, en enterrant la hache de guerre avec LaRusso, et en reniant crise son enseignement. À plusieurs reprises, la série rappelle la métaphore du bonsaï, dans le premier film, puis du troisième film. Il y a plusieurs chemins, plusieurs façons de pratiquer le karaté. De même qu'il existe plusieurs philosophies de façon de voir la vie et le monde. Elles ne sont pas toutes antinomiques. La série commence en opposant le karaté de Johnny à celui de Daniel et montre que les deux sont persuadés de suivre la seule voie qui compte. Petit à petit, ils sortent de leur vision en trou de serrure et étendent leurs horizons. Johnny représente l'attaque, tandis que Daniel représente la défense. À deux, un équilibre. Il est intéressant de remarquer au départ que les mauvaises décisions viennent d'abord de Daniel, qui est tellement obsédé par l'héritage de son mentor qu'il en oublie les leçons de ce dernier. Sa mort l'a affecté. Ils se sont perdus et pour la première fois, il doit avancer seul, reprendre le flambeau. Il faudra de l'adversité, il faudra Johnny, pour le mettre sur le droit chemin, le sien de chemin. Cobra Kai, c'est aussi cela, se dresser face à l'adversité et apprendre, évoluer grâce à ses épreuves. Et comment y parvenir ? Grâce à l'expérience, grâce à ce qui nous a précédés. Je pense que c'est un message important dans un monde où la mode est à la déconstruction. À plusieurs moments dans l'intrigue, des événements qui sont arrivés dans les films permettent aux personnages de Cobra Kai de progresser.
Les films sont toujours là, présents, comme une génération d'aînés qui transmet ses conseils à la génération future. On a vite fait de tomber dans la référence pour la référence, comme dans d'autres suites de franchises qui usent d'easter eggs. La différence ici, c'est que ces références sont, en plus d'être totalement assumées, des éléments indispensables de l'intrigue, ou alors ils servent à faire rire, et en humour tout est permis. Et ces références sont assez bien rappelées pour que l'on ne soit pas obligé d'avoir vu les films pour comprendre la série, même si je vous le conseille, l'expérience est meilleure comme ça. La série fait alors appel au sentiment de la nostalgie sans non plus baser toute son intrigue dessus. Il y a énormément de références aux années 80, principalement dans la bande son, une petite pépite d'ailleurs. Et là encore un conflit, le soft rock s'oppose au hard rock. Bon, faut pas déconner, tout n'est pas pensé au point de faire ressurgir cette dualité à tous les niveaux de lecture. On n'est pas sur du Shakespeare non plus, même s'il y a des touches de Roméo et Juliette comme dans tous les dramas adolescents, et peut-être un peu d'Hamlet dans la relation entre John Kreese et Johnny Lawrence, mais ça reste une œuvre légère, un bon divertissement. Car franchement, l'écriture n'est pas toujours magistrale dans Cobra Kai, et ne l'était pas non plus dans Karate Kid. Mais il y a un charme qui nous fait oublier tous ses défauts. Ce n'est pas pour dire non plus que les scénaristes manquent de talent, non. Certes, les schémas narratifs sont classiques parfois et quelques intrigues sont prévisibles, avec ces triangles amoureux qui plaisent à certains mais pas à moi, et ces rivalités qui se terminent sur des terrains d'entente. Il y a quand même quelques fulgurances, des prises de risques dans le scénario. Je vais maintenant évoquer un élément important de l'intrigue. Je vous laisse reprendre au timecode qui est écrit en bas de l'écran. Vous avez 5 secondes, pas une de plus. 5, 4, 3, 2, 1, allez oust. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, à vos risques et périls. Je vais vous parler d'une chute, et normalement vous devez savoir de quoi je veux parler. Sinon, alors vous êtes de sales menteurs et vous êtes restés alors que je vous avais dit de dégager. Tant pis, vous voilà spoilé. Dans le dernier épisode de la saison 2, intitulé No Mercy, une bagarre générale éclate entre les élèves de Daniel et ceux de Johnny. On y voit Stingray dans les couloirs, il se met soudain à exploser des lycéens. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros enjeux. Les personnages se mettent des beignes, mais ils en ressortent immaculés sans une blessure. Et soudain, Miguel tombe sur une rambarde d'escalier. Il se brise la colonne et tombe dans le coma, pour après perdre l'usage de ses jambes. En une chute, les conséquences rattrapent les personnages. C'est pareil quand au début de la série, Johnny Lawrence se bat contre des mineurs, ce qui semble n'avoir aucune implication, mais reviendra le hanter plus tard, brièvement. On se rend compte que l'on voit la série par le prisme de ces personnages, mais qu'autour le monde continue d'exister. C'est cette alternance entre sérieux et absurde / comique qui nous tient en haleine. Tout peut arriver. Les personnages perdent leur statut de caricature et deviennent simplement humains. Ils nous touchent. C'est mettre le dramatique dans le comédie dramatique. Je vous rappelle qu'on est dans une série à la West Side Story, où les deux gangs qui s'affrontent sont des adolescents qui ont commencé le karaté il y a à peine quelques mois et s'envoient déjà sur des lits d'hôpitaux. Ils auraient pu en l'espace d'1 an atterrir à l'UFC, affronter McGregor et le propulser dans un remake de Roadhouse, on y aurait cru. La série fonctionne aussi en tant que suite d'une franchise culte, parce qu'elle ne se prend pas au sérieux. Elle fait dans l'autodérision. Malgré tout, elle arrive à distiller ici et là des scènes suffisamment fortes et sérieuses pour provoquer des émotions diverses chez le spectateur. Les personnages, surtout Daniel et Johnny, oscillent sur cette ligne fine entre la caricature et la profondeur. Ils sont assez bien écrits pour nous faire rire, jouer dans le ridicule, et nous permettre de nous attacher à eux. Ils ont des motivations simples, mais dans lesquelles on peut se reconnaître, car leurs réactions sont humaines. Ce sont aussi des êtres d'ego et leur ego prend souvent un coup, ou le dessus. C'est un peu différent pour les nouveaux personnages qui n'ont pas de passif. Ils ont dû être tout entiers inventés, et ils sont au premier plan, surtout Miguel. Mais c'est un adolescent, son développement dans le contexte de la série n'est pas terminé non plus, ce qui permet de donner de la légèreté à l'écriture de son personnage. Il a des préoccupations lui aussi d'abord simples, comme beaucoup de jeunes de son âge, et en même temps très torturé, marqué par cette période très particulière qu'est l'adolescence. Il est encore trop impulsif, il doit apprendre à maîtriser ses émotions. Tous les adolescents passent par là, et surtout sa quête est d'identité. Encore une fois, comme une majorité de jeunes à cet âge-là. Ce n'est pas absurde d'imaginer que le karaté ait pu l'aider dans sa recherche d'identité, et lui donner confiance en soi. On y croit, mais ça devient absurde dans la place que prend le karaté dans le monde de Cobra Kai, cette sorte de culte de religion ridicule. Et cela, la série en est consciente, au point où vient un moment où la ville cherche à interdire le karaté, comme on pourrait le vouloir d'armes ou de drogue, et de façon analogue au film Footloose,
ou c'est la danse que l'on voulait interdire. C'est donc la porte ouverte à un tas de blagues. L'intrigue se ficelle toujours de façon sérieuse autour d'un élément absurde. Il n'est pas question de grandes interrogations philosophiques, cela, la série le laisse à d'autres. Cobra Kai se regarde facilement. Et cette intrication d'éléments sérieux et d'autres plus légers est révélatrice d'un dernier point, l'aspect fédérateur de la série, ou, pour être plus précis, le rassemblement dans son public de 2, voire 3 générations différentes. Dans les faits, pour parler sans langue de bois, le monde est peuplé de 3 types de personnes. Il y a ceux qui ont grandi avec la franchise Karate Kid, ceux qui n'étaient pas encore nés, et ceux qui sont arrivés entre-temps. Et ces 3 catégories peuvent trouver leur compte dans la série Cobra Kai. Les scénaristes avaient à cœur de réaliser une série susceptible de parler aux premiers fans de la saga, ainsi qu'à ceux qui sont arrivés sur le tard. Donc on a un mariage parfois un peu contre nature, de maturité et de drama adolescent. Il est autant question de découverte de la vie, des premières relations amoureuses, d'harcèlement scolaire, que de parentalité ou de relations conjugales. Même si, fidèle à la franchise, Cobra Kai s'attarde plutôt sur les préoccupations adolescentes. La série ajoute une touche de modernité à l'univers, elle se moque à certains moments de la culture woke, et par l'intermédiaire de Johnny Lawrence, des mouvements masculinistes avec les concepts de mâle alpha. Il s'agit aussi de retranscrire l'univers et les personnages du film dans une autre époque, la nôtre. Les références aux années 80 rencontrent les années 2020, les préoccupations et les combats sociaux de la génération Z. Par l'humour, Cobra Kai réunit ces 2 générations souvent en conflit, qui ont du mal à se comprendre, tant les choses ont évolué rapidement. Mais elle ne tape jamais sur l'un ni sur l'autre. Elle leur permet de coexister, avec leurs différences et leurs contradictions, parfois quelques remises en question. L'union est le symbole de la série. Il s'agit de briser les conflits et de donner des points de rencontre. C'est rafraîchissant, un remède à la polarisation de nos sociétés occidentales. Et avec l'introduction dès le début du karaté comme pierre angulaire, on a 3 types de personnages, dont les relations font avancer l'histoire. Des modérés, en phase avec la réalité, et des caricatures, déconnectées du monde réel. Johnny Lawrence doit apprendre un peu tard, il est vrai, à devenir adulte. Et Daniel, avec la réapparition de son rival dans sa vie, est replongé dans son adolescence, et l'impulsivité de sa personnalité. Le karaté les ramène en adolescence, ils sont seulement un peu plus matures que leurs élèves. La série joue sur cette puérilité pour nous faire rire. Il y a quand même des personnages qui ne sont pas entrés dans cette spirale absurde de karaté atomique, et qui sont des électrochocs logiques, les ambassadeurs des spectateurs. J'ai nommé d'un côté la voix du point, et de l'autre la voix de la raison. C'est comme ça, dans cette opposition, que la série joue d'autodérision. Elle ne se prend pas, ou très peu, au sérieux. En lançant Cobra Kai, n'attendez pas autre chose que de la culture pop. La série est prévisible, je l'ai déjà dit, mais elle sert parfois des surprises qui nous prennent en plein vol et des retournements de situation que l'on n'avait pas vu venir. C'est d'autant plus important qu'une grande partie de la tension tient dans l'issue des combats, et on a bien du mal à trouver le vainqueur, parfois on est déçu. Tout le monde ne joue pas à la loyale, c'est aussi une des thématiques. Il peut tout se passer dans un match Cobra Kai. Quelque chose d'inspirant, quelque chose de bouleversant ou bien quelque chose de comique, un peu amer parfois. Tandis que dans le film original, on savait très bien depuis le début que Daniel remporterait la victoire. Dans Cobra Kai, on nous permet de douter, sans non plus nous servir quelque chose d'incohérent, à quelques exceptions près. Ce sont surtout les intrigues secondaires qui sont prévisibles, mais elles font avancer l'intrigue principale, qui, elle, parvient à nous surprendre. Et c'est étrange car à certains moments, en prenant du recul, devant certains dialogues, on se dit qu'on devrait pas aimer la série. Et pourtant on adore. Parce que, même dans les intrigues prévisibles, il y a une créativité et un amour de bien faire qui rendent le tout intéressant et divertissant, tout en très souvent des films Karate Kid des années 80, sans non plus les bafouer. Les scénaristes prennent grand soin de respecter le personnage de Miyagi, central tout au long de la série, qui prodigue des conseils alors qu'il est décédé, et célèbre aussi les autres personnages. Cobra Kai utilise la nostalgie comme un sentiment comme un autre, là où d'autres franchises en font leur fond de commerce. Et plutôt que de déconstruire la franchise Karate Kid, la série ajoute de nouveaux éléments, de la profondeur aux personnages, notamment aux antagonistes qui étaient unidimensionnels dans les films. C'est la porte ouverte à beaucoup d'humour, des moments touchants, et des combats chorégraphiés sur des musiques badass. Franchement, la série vaut le détour, que vous appréciez Karate Kid ou non. C'est une petite pépite qui vous donnera envie de vous inscrire dans un dojo de karaté. Mais ce n'est que mon interprétation.